Bonjour, je suis Chris Burns, bienvenue dans The Network, où nous nous connectons avec les décideurs pour aller au cœur d'un sujet. Ils ont chacun 25 secondes maximum pour répondre à une question, sinon gare. Jetons un œil au sujet du jour. À l'approche du congrès du Parti communiste chinois dont le leadership pourrait changer, les observateurs de la Chine prédisent des changements. Récemment, les tensions se sont accrues dans le domaine du commerce avec l'Union européenne. Les fabricants chinois de panneaux solaires ont été accusés de dumping. L'excédent commercial de la Chine est un sujet de friction récurrent en raison de sa monnaie dont la valeur est contrôlée. Des conflits sur des îles de la région, cette fois avec le Japon, ont été ravivés. Les inquiétudes quant au respect des droits de l'homme n'ont pas disparu. Pékin maintient une ligne dure à l'égard de ses opposants. Des questions entourent aussi l'état de santé du vraisemblable futur numéro 1 chinois, Xi Jinping. Considéré comme un réformateur, il tentera de relancer une économie à la traîne dont le monde dépend pour sortir de l'effondrement. Dans quelle mesure les autorités chinoises pourraient-elles tenir compte de l'avis de l'Union sur leur monnaie, le commerce et les droits de l'homme? Ou l'Europe est-elle trop faible face à une Chine qui n'en finit plus de s'éveiller? Avec nous dans The Network, depuis Berlin, Helmut Scholz, député européen du parti de gauche Die Linke et membre de la commission du commerce international. Il a critiqué l'invasion de l'Europe par des produits chinois bon marché. Le commerce avec la Chine n'est pas ordinaire, a-t-il dit. Si coopération il y a, elle doit se faire dans une économie mondiale équitable. Depuis le Parlement européen, ici à Bruxelles, Duncan Freeman, chercheur à l'Institut bruxellois d'études sur la Chine contemporaine. Pour lui, l'un des résultats positifs de la crise financière européenne était la baisse du déficit commercial de l'Union avec la Chine. Et Li Qingyan, journaliste de la Grande Époque en Belgique et collaborateur des médias indépendants de langue chinoise, dont NDT-TV et Epoch Times, tous deux critiques vis-à-vis des autorités de Pékin. Je dois indiquer que nous avons invité des diplomates chinois, mais ils n'étaient pas disponibles pour participer à cette émission. Première question qui s'adresse à vous tous et d'abord à Helmut. Des luttes internes ont agité le Parti communiste quant au nom de son prochain dirigeant. Il faut savoir que deux prétendants au trône sont en difficulté. Bo Xilai, qui a été exclu de son poste de chef du parti à Chongqing, et le vice-président de la formation Xi Jinping, qui, on l'a dit, a des ennuis de santé. Cette situation affecte-t-elle ou pourrait-elle affecter la politique étrangère de Pékin? Je dirais que ça ne peut pas affecter directement les relations bilatérales entre l'Union européenne et la République populaire de Chine. Et par conséquent, d'après moi, le nouveau leader du parti, peu importe qui il sera, devra établir avec l'Union européenne un partenariat qui soit reconnu par les deux parties. Duncan, à présent, quel est votre avis sur ce combat pour le leadership? Dans quelle mesure pourrait-il influencer les relations avec l'Union et les autres pays? Je pense que l'impact sur l'Union européenne sera assez marginal. La politique de la Chine envers l'UE a été en grande partie fixée il y a de nombreuses années et peu importe le nom du nouveau dirigeant, Pékin continuera de considérer l'Union comme un partenaire majeur. Donc je ne m'attends pas à de grands changements. La Chine a suffisamment de problèmes dans sa zone d'influence qu'elle n'a pas besoin d'en générer d'autres avec l'Union. Li Chine, qu'en pensez-vous? Il faut bien sûr avoir en tête que le dernier sommet entre l'Union et la Chine ne s'est pas très bien passé. Oui, en fait, comme vous l'avez indiqué, il y a deux candidats, Bo Xilai et Xi Jinping. Il y a deux camps dans les instances dirigeantes du parti. L'un représente la ligne dure, il a beaucoup de sang sur les mains. L'autre est réformateur. Xi Jinping émane de ces rangs-là, tandis que Bo Xilai a été exclu. Ok, parlons économie à présent. Quel que soit le successeur du président Hu Jintao, il devra s'attaquer à une économie au ralenti et un écart grandissant entre riches et pauvres. Quelles réformes faudra-t-il mener? Duncan, d'après vous? Le prochain dirigeant du Parti communiste sait très bien ce qu'il faut faire. Des projets sont sur la table depuis assez longtemps et c'est vraiment une question de volonté politique. Les autorités doivent s'attaquer au système financier, résoudre les difficultés des entreprises publiques et voir comment elles peuvent encourager l'économie privée en Chine. Ce sont quelques-unes des principales priorités qu'elles devront avoir. Ok, Helmut, quelles réformes économiques devraient être menées dans le pays selon vous?
Je suppose que les Chinois vont poursuivre les réformes entamées il y a plusieurs années. L'Union européenne a aussi reconnu que ces réformes étaient dans l'intérêt de tous. Nous devons réfléchir à la création d'une relation mutuelle qui prenne en considération les problèmes économiques et écologiques de chacun, et cette piste nous mènera vers une économie de marché qui remplira les besoins sociaux de ses citoyens. Market economy which is fulfilling the social needs of the citizens. Ok, cette économie devrait donc être plus ouverte. Li Shinyan, que pensez-vous de cette discorde sur les panneaux solaires? Pourrait-elle provoquer une guerre commerciale totale entre la Chine et l'Union? En fait, la Chine a déjà une économie orientée vers l'exportation. Ce n'est pas une économie de marché, ce qui veut dire que beaucoup de choses sont planifiées politiquement. Donc, beaucoup de grandes entreprises sont soutenues par le gouvernement chinois dans l'objectif de jouer un rôle important au sein de la communauté internationale. Mais ça a toujours été à des fins politiques. Duncan, à présent au sujet des panneaux solaires et de la question de la monnaie. Certains accusent la Chine de manipuler sa monnaie et adoptent un ton plus dur envers elle. Que faut-il faire d'après vous pour mieux équilibrer nos relations commerciales avec ce pays? Je pense que pour l'Union européenne, la question de la monnaie n'a jamais été une priorité. Nombreux sont ceux qui aujourd'hui diraient qu'avec l'internationalisation du renminbi chinois, on est assez proche d'un équilibre. Et donc ce n'est pas un enjeu essentiel. Il y a d'autres problèmes qu'il faut résoudre dans l'économie chinoise, en particulier la façon dont le système de planification surinvestit dans les industries du pays. Ça ferait une grosse différence. C'est probablement la question essentielle pour vous, Helmut. Comment devons-nous la gérer? Comment peut-on équilibrer nos relations sans causer une guerre commerciale? Avec l'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce il y a 12 ans, son économie s'est mondialisée pour ses propres citoyens comme pour les Européens. Quand on se plaint de la compétitivité des produits chinois sur le marché européen, on doit en fait réaliser qu'ensemble, nous devons changer de stratégie et mener de nouvelles opérations économiques. Et cela veut dire que chacun fasse des investissements. Et donc, on ne devrait pas avoir peur des Chinois, mais comprendre que cette approche basée sur la coopération pourrait être dans l'intérêt des citoyens européens et chinois. Votre ton est conciliant, mais que dire des droits de l'homme? D'après Human Rights Watch, la Chine reste un État autoritaire à parti unique qui impose de sévères limites à la liberté d'expression, d'association et de religion et réprime les défenseurs des droits de l'homme. Dans quelle mesure l'Union européenne devrait et pourrait exercer plus de pression sur la Chine? Je me tourne vers Li Shinyan. Les droits de l'homme ont toujours été un gros problème en Chine. La situation est très mauvaise. Des millions de personnes sont maltraitées, notamment le mouvement spirituel le plus important, le Falun Gong, mais aussi les Tibétains et les défenseurs des droits de l'homme. Ce sont des questions qui n'ont jamais été résolues. D'après nous, c'est un sujet sur lequel l'Union européenne devrait vraiment insister lors de ses discussions avec la Chine. Duncan, l'Union en a-t-elle le pouvoir? Peut-elle vraiment faire pression? Eh bien, c'est traditionnellement l'un des problèmes de l'Union. Face à la Chine, elle a en réalité très peu de marge de manœuvre pour aborder ces questions des droits de l'homme. Et en général, plutôt que de forcer Pékin, l'UE fonde son approche sur l'échange en cherchant à promouvoir les droits de l'homme, la séparation des pouvoirs et la démocratisation à travers la coopération. Et il est vrai de dire que l'avenir des droits de l'homme en Chine dépend de ce qui va se passer dans le pays et l'Union a probablement un peu d'espace pour agir et changer vraiment les choses. Dernière question pour vous, Helmut. L'Allemagne est un partenaire commercial très important pour la Chine. Comment devrait agir Berlin pour faire avancer la question des droits de l'homme dans ce contexte? Oui, bien sûr que nous ne devons pas ignorer la situation des droits de l'homme en Chine et qu'il faut renforcer notre coopération parce que ce n'est que de cette façon que nous pourrons résoudre ces questions. Et je pense que les dirigeants chinois eux-mêmes mènent très souvent un dialogue politique avec nos ministres. Seule la discussion permanente peut permettre de surmonter ces difficultés. Merci et c'est tout pour aujourd'hui. Je voudrais remercier nos invités, Helmut Scholz, Duncan Freeman et Li Shinyan. C'était Chris Burns et à bientôt pour une nouvelle connexion à The Network.